Bah, d'abord, bonjour à tous. Alors pour donner un peu plus de contexte, hein, vraiment, chez Exia, on a comme vous avez pu le comprendre, un engagement RSE qui est plutôt fort, avec, qui peut se résumer, dans une phrase, c'est mettre la personne au centre des attentions et faire de l'IT une source de progrès durable et inclusif. Et dans tout ce contexte-là, on a une roadmap RSE qui, où chaque mois, on soutient une association, une cause, pour que chaque Extien puisse se retrouver dans ces thématiques-là. Et pour ce mois de juillet, le mois est dédié à l'accès à la culture. C'est un mois qui est très important car derrière la culture, il y a quand même beaucoup d'inégalités et favoriser, l'accès, à la culture, c'est favoriser, l'égalité des chances, heu, l'éducation et encore, l'inclusivité. Alors, chez Exia, on a quand même, aussi, que ce soit à travers du mécénat, mais on en parlera peut-être plus tard avec, Anne-Sophie et Juliette, mais aussi avec le CSE, il y a une subvention pour les, festivals, et une subvention annuelle pour, le sport et la culture. Bah, je vais peut-être laisser, Juliette et Anne-Sophie, nous parler plus en détail de notre, partenariat car ce mois-ci, c'est, l'Institut, pour le savoir-faire français que nous soutenons et avec un grand plaisir, je leur laisse la parole. Merci beaucoup à tous. Bonjour à tous. On est, vraiment ravis d'être avec vous, aujourd'hui. Je vais vous parler de l'Institut pour les savoir-faire français, que je dirige depuis maintenant 6 ans. L'Institut pour les savoir-faire français est une association reconnue d'utilité publique, qui a été créée en 1889 avec, pour, vocation de maintenir le lien entre ce qui constituait, les arts décoratifs de l'époque et les manufactures qui se créaient dans le cadre de la deuxième révolution industrielle. Et notre association, depuis cette époque-là, a à la fois une approche, écosystémique et une volonté de toujours avoir un temps d'avance pour pouvoir accompagner les grandes transformations de notre secteur que sont les métiers d'art, et les savoir-faire d'exception. Alors, on a une présentation, à vous, voilà, pour accompagner ce que l'on va vous raconter. Et ce qui était important, pour nous, c'est de vous faire, bien comprendre quelle est notre mission aujourd'hui, en termes d'association. Donc on a 3 grandes missions qui sont faire rayonner, faire perdurer et faire grandir ces savoir-faire d'exception. On est une tête de réseau, on est, l'organisme de référence en France sur ces sujets-là et on veut donner plus de visibilité au métier parce qu'on a, des vocations, qui ont, beaucoup d'avenir en France, donc encourager les vocations, donner à voir ces métiers-là qui sont un peu oubliés depuis une cinquantaine d'années et qui ont même disparu à la fois de l'école, du foyer et même, dans nos carrières professionnelles. C'est devenu quasiment, invisible, même si, depuis quelques années, on sent un regain important avec le covid. On s'est rappelé qu'on avait des entreprises qui produisaient en France et avec, Notre-Dame de Paris, qui a permis de redonner une visibilité à ces métiers-là. Les faire perdurer, c'est aussi accompagner, la transmission du geste, mais aussi la transmission des entreprises, puisqu'on a un gros enjeu de départ à la retraite et beaucoup d'opportunités, qui s'ouvrent sur ce secteur d'activité. Et les faire grandir, c'est que, bah, sans développement économique, une entreprise, elle a du mal à communiquer, elle a du mal à transmettre, le geste et du coup, on met en place un certain nombre d'outils pour les accompagner, dans ce développement. Et à ce titre, on a aussi, au sein de l'association, un pôle d'intelligence économique qui va travailler à de la veille, qualifiée, et de l'intelligence économique en produisant des données qui sont structurantes pour le secteur. Notre champ d'intervention, c'est, toutes les entreprises, donc on a des toutes petites entreprises, des indépendants, mais jusqu'à la grande maison de luxe en fait, en passant par la TPE, la PME et l'ETI. On couvre 6 univers de marché, l'ameublement, la décoration, les loisirs et les transports, où par exemple dans les loisirs et transports, on va retrouver les fabricants de jeux, de jouets, et on va retrouver aussi le nautisme, des artisans qui interviennent pour fabriquer, soit des bateaux, soit aménager des bateaux, soit restaurer des véhicules, anciens. On a également l'architecture et le patrimoine bâti. On parlait de Notre-Dame, donc ça c'est
les métiers du patrimoine bâti, de Notre-Dame sont dans cet univers de marché. La culture et la communication, on va retrouver, tout ce qui est papeterie, imprimerie, gaufrage, mais aussi tout ce qui est fabrication d'instruments de musique. On a beaucoup encore en France, d'entreprises, qui, fabriquent, soit des luthiers, soit des fabricants de trompettes, de saxophones et cetera. Les arts de la table, qui sont en lien avec, cette, excellence à la française, dont fait partie, la gastronomie. Nous, on va pas s'occuper principalement de la gastronomie, mais on va s'occuper de tout ce qui entoure, en fait, cette gastronomie française qui est reconnue dans le monde entier, dans les arts de la table. Et le dernier univers de marché, c'est, la mode et la beauté, dans lequel on va retrouver, tout ce qui est à la fois, du façonnage, mais aussi, des accessoires. Et là, vous pouvez le voir, le visuel qui est en bas à droite. Vous avez un éventail en plumes, donc on est vraiment sur cet univers, très, heu, important qu'est la mode et la beauté. On sait que la haute couture, par exemple, mais il y a pas que la haute couture, est reconnue dans le monde entier, comme la joaillerie française, et donc ça fait partie de cet univers-là. Les métiers d'art en France sont définis par par un décret, et il y a 281 métiers d'art en France qui sont, exercer de manière, professionnelle. C'est pas de la pratique amateur, c'est vraiment, un métier, et ces 281 métiers, sont parfois composés de savoir-faire, spécifiques. Si je prends l'exemple, par exemple, de la joaillerie, en fait, en joaillerie, vous allez avoir le métier d'art de joaillier, et dans le métier ensuite, vous allez avoir des savoir-faire de polissage, vous allez avoir des savoir-faire de sertissage, vous allez avoir des savoir-faire de gouacheur qui sont l'étape préparatoire de dessin à la main, et cetera, et donc vous allez avoir toute une composante en fait de ces savoir-faire, et aujourd'hui on observe aussi une spécialisation de plus en plus, dans ces savoir-faire, et à côté de ça, on a des savoir-faire qui sont pas reconnus par cette liste, officielle, mais qui sont tout aussi importants, pour notre pays, en termes de production. Je vais en prendre un exemple, par exemple le métier de tonnelier. Donc, on fabrique des tonneaux depuis l'époque gauloise en France, et c'est un savoir-faire qui s'est transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, qui sont pas métiers d'art, mais qui sont tout aussi importantes, dans, à la fois, les savoir-faire français, mais aussi dans le monde du vin et des spiritueux, puisqu'ils fournissent, beaucoup de maisons de vin et de spiritueux qui ensuite sont exportés, dans le monde entier. Dans ce panel-là, ce qui est important aussi que vous compreniez, c'est que les savoir-faire d'exception, c'est vraiment une force économique très importante pour notre pays. On a, souvent, l'impression que les métiers d'art, c'est un peu gepetto dans son atelier, où on a, un petit artisan qui travaille dans son coin. En fait, on a quand même un panel très important puisqu'on a 234 000 entreprises. Sur ces 234 000 entreprises, elles réunissent un chiffre d'affaires de 68 milliards d'euros cumulés, ce qui est plus que l'industrie pharmaceutique en France, donc c'est quand même un secteur qui pèse quand même dans notre PIB. Il y a un demi-million d'actifs et 8 entreprises sur 10 qui sont en dehors de l'Île-de-France, et donc ce sont vraiment, le cœur battant de nos territoires, à la fois en métropole, mais aussi en outre-mer, avec, une forte valeur ajoutée, puisque ce sont des entreprises qui ont un taux de valeur ajoutée qui est supérieur à la moyenne nationale. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est rencontrés aussi avec Extia. C'est que, vous disiez en introduction, que l'humain était au cœur de tout, et ben, chez nous, dans nos savoir-faire aussi, parce que le dirigeant d'entreprise, sans l'humain qui est à la production dans son atelier, en fait, son entreprise n'a aucune raison d'être. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations, cet humain qui travaille, qui transmet le geste aussi, parfois de génération en génération, et depuis parfois la nuit des temps, et cet humain qui, est aussi, au cœur de la valeur ajoutée de l'entreprise. Juste pour vous donner une idée, sur ces 234 000 entreprises, on a 7 000 PME, qui détiennent plus de 50 du chiffre d'affaires cumulé. Donc les PME, pour nous, elles sont vraiment au cœur, en fait, de cet écosystème. Elles travaillent souvent en sous-traitance pour les plus gros, mais elles font aussi travailler des plus petits, comme sous-traitants. Donc elles sont, à la fois, sous-traitants et donneurs d'ordre, et ce sont des PME qui sont très importantes d'accompagner dans ce développement pour les faire monter, d'échelle, et pour leur donner des outils pour, bien,
se préparer à demain, dans la révolution numérique, dans l'arrivée aussi de l'intelligence, artificielle, comment ça peut être un outil qui va venir, beaucoup les aider parce que ces entreprises-là, souvent, elles ont peu ou pas de fonction support et donc il y a des vrais enjeux de transformation, sur ces sujets-là dans les années à venir pour nos entreprises. On vous le disait, sur la transmission d'entreprise, c'est un enjeu, qui est assez colossal puisqu'aujourd'hui on a 37 des dirigeants de ces entreprises-là qui ont plus de 55 ans et seulement 20 qui ont commencé à se préoccuper, en fait, de cette transmission. Alors parfois, c'est une transmission qui est intrafamiliale, parfois c'est une transmission entre un dirigeant et un salarié ou alors c'est une transmission qui est externe, où il faut qu'on trouve un repreneur, et ça, c'est vraiment très important qu'on accompagne cette transformation-là, et cette transmission puisque, on sait qu'il faut à peu près 10 ans entre le moment où on commence à se poser la question de la transmission et le moment où le dirigeant actuel, quitte de façon effective, l'entreprise, parce qu'il y a toujours un moment un peu de passation à partir du moment où il a trouvé son cédant. Et on sait aussi que c'est, des entreprises qui recrutent et qui ont du mal à recruter par manque de visibilité. On avait entre, 50 et 55 000 postes qui étaient ouverts en 2024 et le chiffre sur la transmission d'entreprise et sur la transmission, aussi, au sein des équipes de production, elle est tout aussi importante et donc on sait que c'est un secteur qui va, voilà, permettre, de belles opportunités professionnelles et entrepreneuriales dans les années à venir. Pour, vous partager, les grands enjeux, de l'écosystème, heu, on en a parlé, il y a la transmission, des savoir-faire et la transmission, des dirigeants. On a aussi, réussir sa transition, numérique, énergétique et environnementale. Alors par essence, comme ce sont des entreprises qui travaillent sur des matériaux qui sont rares et qui sont chers, en fait, il y a déjà beaucoup de pratiques RSE qui existent, mais qui ne sont pas suffisamment mis en avant par les entreprises parce qu'elles n'ont pas, voilà, elles ont pas forcément un référent RSE au sein de l'entreprise, elles ont parfois même pas de responsable de communication ou marketing et donc la structuration de ça, c'est parfois compliqué. Donc nous, on essaie de leur donner des outils pour très vite, en fait, pouvoir valoriser les actions qu'ils mettent en œuvre et depuis parfois, très longtemps. Elles sont, une des missions que nous, on a et je vous le disais un petit peu en introduction, c'est vraiment porter la voix, des savoir-faire d'exception en France. On a vraiment un rôle de plaidoyer auprès, de toutes les personnes qui travaillent sur les métiers d'art, mais aussi auprès des politiques à différents échelons, que ce soit au niveau de la collectivité, au niveau de la région, du département, de la région ou même de l'État et c'est important, quand on produit des études, bah, typiquement, bah, on va beaucoup en parler avec, les politiques, parce que pour mettre en place des politiques efficaces, de leur territoire, c'est important qu'ils sachent sur quoi s'appuyer, sur quelque chose de très tangible et donc voilà, les études Les Éclaireurs sur le poids économique, des métiers d'art qu'on a menées en 2024, dont je vous donnais les chiffres à l'instant, étaient essentielles justement pour bien, comprendre en fait quels étaient les enjeux à la fois sur la transmission et sur nos territoires, avec une très forte présence des entreprises hors de l'Île-de-France. Hem, Développer son activité pour améliorer sa rentabilité et ben, ça, c'est essentiel parce que derrière, on peut valoriser, on peut recruter, on peut, entreprendre aussi, des nouveaux marchés comme l'export, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, nos entreprises, finalement, elles exportent assez peu, puisqu'elles sont que 14 à exporter, et donc on a, vraiment aussi un enjeu, même si les savoir-faire français sont reconnus dans le monde entier, on a un vrai enjeu à aller gagner des marchés. Heu et on sait que voilà, les pays, ont cette reconnaissance des savoir-faire français. Je dirais pas qu'ils nous attendent, impatiemment, mais quand même, on sait qu'on a un écho qui est extrêmement favorable sur notre capacité, à, heu, à produire des choses de qualité, et qui, vont aussi, qui s'inspirent de toute une histoire, qui est l'histoire de la France et de la production, des révolutions industrielles, de la qualité des matériaux qu'on travaille et en France, on n'est pas compétitif sur le prix, voilà, on est vraiment compétitif sur la qualité de nos savoir-faire. Un dernier aspect, important pour, sécuriser cette pérennité, heu
C'est de recruter et de conserver les talents. On observe que depuis quelques années, il y a de plus en plus de jeunes qui vont vers ce secteur-là. Comment on arrive à, développer sa marque employeur? Comment on arrive à bien identifier les besoins qu'on a, dans l'immédiat ou dans le futur? Puisque, il faut à peu près une personne sort de formation, il faut à peu près 10 ans pour que sa main soit, avec la dextérité, maximale. Et il y a toujours quand on arrive dans une entreprise, il y a toujours un temps d'adaptation qui peut être assez long avec de la formation interne. Parce que même si, il existe, soit un CAP, soit un bac, soit même aujourd'hui, il y a des bac+3 dans les métiers d'art, aujourd'hui qui existent, des études supérieures donc. On a toujours un temps d'adaptation pour, comprendre le process de production de l'entreprise et s'adapter aux spécificités et la façon dont on travaille. Si on va chez un éditeur de tissus, par exemple, qui va faire du tissu pour l'ameublement, ils ont, même si les machines se ressemblent, ils ont tous une spécificité, des dessins particuliers, des matériaux qu'il faut travailler différemment avec à la fois des matériaux, on va dire historiques, mais aussi des matériaux, de plus en plus, écologiques qui sont, soit, biosourcés, soit qui sont, de la réutilisation et donc il y a toujours ce temps, d'adaptation et ça, c'est très important que nous, on puisse accompagner, en fait, cette transformation et ce développement. Et c'est vraiment la mission qui nous occupe depuis, 137 ans. Donc dans nos missions, je vais revenir, sur les différents axes, donc sur l'axe faire rayonner. Par exemple, on organise chaque année les Journées européennes des métiers d'art. Ça fait 25 ans, ce sera le 25e anniversaire l'année prochaine, où on a entre 5 et 10 000 événements partout en France, mais aussi en Europe puisqu'on coordonne, à la fois la France mais l'Europe. Et on a, à peu près environ chaque année 2 millions de visiteurs qui vont pousser la porte d'ateliers, de manufactures, d'établissements de formation, d'événements collectifs qui sont montés avec des associations locales et des collectivités, mais aussi de plus en plus des musées et des monuments historiques, parce que dans un musée, vous avez des collections qui souvent ont été faites par, les artisans d'art et les du passé ou les manufactures du passé. Parfois, elles existent encore, hein, ces manufactures d'ailleurs, et quand ils vont intervenir pour une restauration ou pour une présentation, soit dans une expo temporaire, soit dans une exposition permanente, et ben, ils peuvent parler de cette technique, ils peuvent parler des artisans et ils peuvent se connecter à ce patrimoine vivant. Si vous exposez un meuble, fait par un ébéniste du 17e, vous pouvez tout à fait imaginer faire venir un ébéniste d'aujourd'hui pour qu'il vienne parler de la technique de l'objet et de la technique, de fabrication de cet objet-là. Et donc les Journées européennes des métiers d'art, c'est vraiment un grand, grand temps fort où on a, beaucoup de partenaires, à nos côtés et notamment, la presse et les médias qui sont, très captifs, à ce moment-là et donc voilà, on a, entre 15 000 et 20 000 retombées presse, chaque année, ce qui, permet aussi au secteur d'avoir un équivalent pub qui est quand même assez important. Là, cette année, on a 4 millions, si je dis pas de bêtises, Juliette, on a 4 millions de retombées presse d'équivalent pub, donc ça veut dire que pour avoir cette presse-là, on aurait dû dépenser 4 millions d'euros. Et donc pour le secteur, c'est essentiel, puisque c'est un temps qui est vraiment dans les agendas de rédaction et qui permet de valoriser, ce secteur et le donner à voir et donc encourager aussi les vocations et l'achat derrière, de consommateurs. Il faut réapprendre à consommer local, en fait. On a beaucoup oublié en France et pour cet événement, on a le soutien de la Fondation Michelin et du ministère de la Culture. L'édition, des Journées européennes des métiers d'art l'année prochaine se dérouleront du 30 mars au 4 avril, donc je peux que vous encourager à aller pousser la porte de ces ateliers pour découvrir ce monde fantastique et ces gens qui sont extrêmement engagés, à la fois dans la transmission de l'amour et de la passion de leur métier. Et on a choisi comme thème pour l'année prochaine le terme hors champ, puisque en fait, c'est aussi le bicentenaire de la photographie. À partir du mois de septembre, pendant 1 an
et la photographie technicienne, c'est-à-dire tout ce qui est anténumérique, avant l'arrivée du numérique, fait partie des métiers d'art. Donc les photographes techniciens qui vont travailler des techniques, comme l'héliogravure, le collodion, les cyanotypes, ou même, le tirage argentique qui reste en fait un savoir-faire assez extraordinaire et qui est en France, il y a plus que 5 tireurs en fait qui existent. Et donc on a aussi cette notion de rareté, de faire découvrir des métiers qui existent et qui vivent de leur métier, hein. C'est toujours pareil, nous on n'est pas sur la pratique manuelle ou sur la pratique manuelle dans le cadre d'une activité de loisir, mais vraiment dans des opportunités de carrière et puis aussi de découverte, parce que c'est à la fois culturel et économique. On a beaucoup d'actions à destination de la jeunesse. Je vous le disais un peu, hein, c'est vraiment, très important pour nous de sensibiliser cette jeunesse, de leur faire redécouvrir, ces métiers. Et donc pour cela, on produit des outils pédagogiques à destination des enseignants pour, faire un parallèle entre le programme scolaire et les métiers d'art. En fait, quand on va parler, physique-chimie, bah, on peut parler de métiers d'art parce qu'on va parler résistance des matériaux, on va parler, de transformation de pigments pour faire des applications, par exemple dans l'émail. Et ben, en fait, tout ça, on a aussi de la physique et de la chimie. On peut parler d'histoire, bien évidemment, de sociologie, de sciences politiques, et bien sûr après, d'histoire des arts, bien évidemment, mais en fait, tous les sujets, sont assez connexes. Et moi, j'aime à dire, en rigolant, mais en fait, c'est assez sérieux, que, vous me donnez n'importe quel sujet et je peux vous parler de métiers d'art parce que c'est très, très connecté, en fait, à notre humanité et à l'évolution, de l'espèce humaine depuis le moment où elle s'est mise debout pour, utiliser la matière première qu'elle avait autour d'elle pour faire des outils. Et ben, aujourd'hui, on a encore, cette histoire qui est très prégnante, et qui existe et qui est très, connectée, à nos sujets. On va aussi, produire des documents à destination du secteur culturel pour qu'ils puissent, intégrer dans leur programmation ce sujet métier d'art. Et on a vraiment, nous, à cœur que chaque pan de la société qui a un lien avec ces métiers d'art se réapproprie les sujets. Et dans une question aussi de responsabilité collective, aujourd'hui, on a des métiers qui ont un avenir, qui, je vous le disais un peu, qui vont être, peu impactés par l'IA, qui vont être impactés, mais comme, pour moi, l'arrivée de l'IA pour ces entreprises-là, c'est comme quand elles sont passées de l'énergie à vapeur à l'énergie à l'électricité. C'est une révolution qui va leur permettre de gagner en productivité. Ça va pas venir prendre des emplois, mais ça va venir justement, les aider à aller plus vite, notamment dans les TPE, PME et les ETI parce qu'elles ont, et les petits, hein, les tout petits aussi parce que, ils ont pas de fonction, très peu de fonctions support pour pouvoir faire des choses à leur place. Donc on imagine que demain, un artisan d'art, il peut avoir un agent qui fait de la compta, un agent qui fait de la com, un agent qui fait du marketing, un agent qui s'occupe de sa stratégie, à l'export et cetera. Et donc ça va lui faire gagner, un temps fou, un temps très précieux. Parce qu'un artisan indépendant, pour vous donner une idée, 90 de son temps, il est à la façon, donc il est à l'atelier, il produit, les pièces qu'il va vendre. Et donc tout le parti administratif, commercial, communication, c'est souvent mis un peu de côté, y compris dans les jeunes générations, hein, même si elles arrivent avec, les réseaux sociaux qui font partie intégrante, on va dire, de leur cerveau, hein. Elles sont déjà, connectées, mais très rapidement, en fait, quand il faut répondre à une commande, on n'a pas forcément le temps, d'accompagner ces choses-là. Et donc nos actions touchent à peu près, 60 000 jeunes par an. 60 000 jeunes, voilà, qui ont la possibilité de parler de ces métiers-là, soit sur des temps très courts, un peu événementiels, soit de façon plus longue, heu, par des projets que nous, on va porter, soit par des partenaires qu'on va mettre en avant, pour leur donner à voir ces métiers-là et toutes les opportunités, qu'il peut y avoir. Faire perdurer, on a un prix à destination de la jeunesse qui est un prix qui existe depuis, 25 ans aussi, l'année prochaine, qui est très intéressant pour nous parce que ça nous permet de bien comprendre aussi les enjeux des jeunes aujourd'hui. Donc moins de 26 ans en formation, donc soit en CAP, soit en lycée professionnel, soit, en DM Maths qui est le bac+3 en fait,
pour les artisans d'art. Et donc on va, à la fois leur donner de la visibilité, les faire rentrer dans un réseau avec un réseau d'anciens assez fort qui vient faire du mentorat pour les accompagner. Et pour nous, ça nous permet aussi de bien comprendre, quels sont leurs enjeux. Et autant, il y a 6 ans, on avait une très, très grande volonté de devenir entrepreneur et de pas être salarié. Là, les jeunes aujourd'hui, ils ont envie de salariat, ils ont envie de reprendre des boîtes, ils ont envie de s'investir différemment. Donc, pour nous, c'est aussi très important parce que, ça nous permet de bien comprendre, la en statistique, quels sont les enjeux des jeunes aujourd'hui et comment on peut accompagner, cette transformation, sachant que ça va très vite et que d'une année sur l'autre, on a des enjeux qui sont et des besoins qui sont pas forcément les mêmes. Mais nous, ça nous permet d'adapter aussi les outils qu'on produit et le discours qu'on porte, à destination, de leurs futurs employeurs ou de leurs futurs, commanditaires et du coup d'accompagner ce dispositif-là. On a aussi un programme, qui s'appelle Maître d'art élève, qui est un programme de transmission que l'on gère à l'Institut, depuis, 2002, qui accompagne en fait un binôme entre quelqu'un qui est plutôt en fin de carrière sur son savoir-faire rare, de très haute technicité et quelqu'un qui a, 15-20 ans de pratique, qui va apprendre de son maître pendant 2 ans. Nous on accompagne, on a tout un dispositif pédagogique pour accompagner cette transmission à la fois là entre le maître d'art et l'élève et de l'élève lui aussi pour augmenter ses compétences. Et ce qu'on remarque et qui est très intéressant, c'est que cette transmission, elle se passe, dans les 2 sens. Le maître aussi apprend de l'élève qui arrive avec, une vision de la pratique qui est différente, une appréciation des matériaux qui est différente, une approche RSE ou de communication qui est différente. Et donc c'est très riche, ce temps, pendant 2 ans, d'accompagnement. Donc on parlait des savoir-faire rares, on a aussi un projet qui s'appelle, Perdurare, qui est une plateforme pour recenser les savoir-faire rares et les opportunités de carrière sur ces savoir-faire rares. Et on a le soutien de la fondation AG2R, la mondiale, sur le sujet. Et c'est très important, de pouvoir identifier ces savoir-faire pour donner à voir des débouchés professionnels, spécifiques, puisque derrière, encore une fois, il y a toujours une dimension d'entreprise, de développement économique, et les savoir-faire rares et les détenteurs aujourd'hui vivent de ce métier. Et ce sont des métiers qui sont, très innovants, beaucoup plus qu'on peut imaginer. Et c'est une façon aussi pour nous de mettre en valeur à la fois cette tradition très très parfois ancestrale, multiséculaire et puis cette innovation, à la fois dans les matériaux, dans la façon de travailler, et dans la façon d'accompagner son développement. Et donc on a, à peu près 130 savoir-faire rares qui sont sur notre site internet. Et notre site internet, il est vraiment conçu comme une plateforme, de ressources, pour toutes les personnes de notre écosystème. Sur faire grandir, on a plusieurs axes. Un axe qui est important, c'est vraiment de développer au niveau, des territoires avec un programme de rencontres. On organise à peu près 40 événements par an, des tables rondes, des journées d'études, où on fait toujours venir l'écosystème dans sa globalité. L'écosystème, c'est pas seulement les professionnels des métiers d'art et de savoir-faire d'exception, ça va être, bah, les écoles, les acteurs publics, qui travaillent sur le sujet, comme les DRAC par exemple, ou les services de la préfecture. C'est une façon de connecter ces différents écosystèmes pour qu'ils se connaissent et qu'ils aient un réflexe, métier d'art, savoir-faire d'exception dans les actions qu'ils vont mener, parce qu'il y a une vraie méconnaissance aussi de la façon dont, les territoires sont organisés et comment ces métiers, se conjuguent, au quotidien. On a lancé aussi un accélérateur là cette année, qui s'appelle ACME, qui est un accélérateur de projets collectifs. On a énormément de porteurs projets qui nous sollicitent, sur le sujet, chaque année. Et donc on a décidé d'en faire un accélérateur pour, pouvoir, les accompagner avec des temps collectifs et des temps individuels pour faire grandir ces initiatives, les donner à voir parce qu'on croit beaucoup à la force du témoignage, chez nous.
Donc on donne à voir les bonnes pratiques et que quelqu'un qui a développé quelque chose en Normandie, bah, peut venir inspirer quelqu'un qui se trouve en région Bourgogne-Franche-Comté et que, plus on se saisira du sujet des savoir-faire d'exception, plus ça donnera aussi de la visibilité pour les entreprises et ça donnera, bah, des commandes et ça permettra, bah, de se développer, de recruter et cetera et cetera. On a lancé aussi un projet, qui nous tient aussi, très à cœur, la semaine dernière, qui est un projet, sur la valorisation des actifs immatériels des entreprises. On regarde une entreprise quand on veut la racheter notamment, mais pas que, quand on va emprunter à la banque et cetera. On regarde souvent son bilan et en fait, ce qu'on dit nous, c'est que ces entreprises-là, elles ont bien évidemment un bilan, mais elles ont aussi des actifs immatériels qui méritent d'être, et qui sont stratégiques pour l'entreprise et qui méritent d'être, à la fois mieux identifiés du coup, plus, et exploités, dans le cadre de la valorisation de l'entreprise, y compris au bilan. Et donc là, on a lancé ce POC, qui s'appelle Telluria, donc c'est la contraction de tellurique et de IA pour, intelligence artificielle ou intelligence artisanale aussi, on peut dire. Et donc on a, une méthode assez innovante où on va s'appuyer sur une méthodologie, de valorisation des actifs et de recensement des actifs immatériels et utiliser l'intelligence artificielle pour, aller plus loin, aller plus vite avec notamment les dirigeants qui ont pas forcément le temps de se poser dans un séminaire de 15 jours pour, fournir toutes les infos. Et donc, on lance cette expérimentation, en Normandie, avec le soutien du CIC Nord-Ouest et de la région Normandie. Et l'idée, c'est de se dire qu'on a cette première promotion, c'est pionnier, c'est 5 entreprises pionnières qui vont venir, ensuite, travailler avec nous cette méthodologie, avoir des résultats et on l'espère, pouvoir essaimer dans d'autres régions et en faire un sujet de développement économique important pour nos entreprises. Je vous le disais, on produit des études, et c'est essentiel pour la compréhension du secteur. En 2024, on a fait, l'étude, Les éclaireurs, sur le poids économique des métiers d'art, avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schuller, du Comité Colbert et du ministère de la Culture et de Terre et Fils, qui est une fondation aujourd'hui. En 2025, on a produit l'étude Perceptio avec le soutien d'LVMH et du ministère de l'Éducation nationale sur la perception des métiers. Et c'était très intéressant de voir que ces métiers-là, en fait, c'était auprès du grand public des conseillers d'orientation, qui sont les psys dans les écoles aujourd'hui, en fait, et des professeurs et on se rend compte que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces métiers-là, ils sont perçus comme des métiers très élitistes où il faut, 10 ans, 11 ans, d'études comme, quand on devient médecin ou avocat, pour devenir artisan d'art. Or, un CAP, c'est 2 ans, donc au bout de 2 ans, on peut commencer à travailler. Quand on se reconvertit, puisqu'on a beaucoup de reconvertis assez classiques, des gens qui ont entre 35 et 45 ans, qui ont fait des études supérieures, des parents qui étaient pas forcément favorables à les voir, aller faire ces secteurs manuels et qui, à 35 ans, en quête de sens, sur leur, avenir professionnel, quittent leur boulot, dans le secteur, tertiaire pour rejoindre le secteur secondaire en se formant, pour devenir ébéniste, joaillier, céramiste, et donc ça, on a quand même, près de 40 des gens aujourd'hui qui se forment qui sont des reconvertis. En 2026, on lance un baromètre sur la santé financière des entreprises, en se concentrant sur les PME. Je vous le disais tout à l'heure, c'est, vraiment le cœur battant de ces savoir-faire. Ce sont les PME qui font vivre, nos territoires et qui sont, très importants dans la chaîne de valeur, complète. Donc ce baromètre, il va permettre, d'analyser où on en est aujourd'hui sur cette santé financière. On sait qu'on est dans une économie qui est extrêmement tendue. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en procédure collective parce qu'elles ont vraiment, bah, l'économie est dure, hein, et puis les situations géopolitiques, n'aident pas. Et voilà et puis, à terme, en 2027-2028, lancer un cycle d'études de marché pour les savoir-faire d'exception et toujours dans cette idée qu'on fournit à l'écosystème, aux fédérations professionnelles, à tous les acteurs publics, privés, des données pour leur permettre de décider, comment ils
ils veulent développer, pourquoi et comment il faut développer cette activité. Donc voilà pour l'Institut pour les savoir-faire français. Moi, je voulais aussi, vous parler je voulais aussi vous parler du partenariat qu'on a, avec Extia. Je peux peut-être répondre avant à quelques questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat? On avait une question sur comment trouver les informations sur les GEMA locales. OK, bah, ça, vous avez un site internet qui s'appelle Journée, européenne des métiers d'art qui, en fait, publie à l'approche des GEMA la programmation. Donc là, si vous y allez aujourd'hui, vous allez trouver la programmation 2026 qui est passée et on mettra en ligne la programmation 2027, mi-février de l'année prochaine et donc voilà, Juliette vous met le lien, dans la conversation et donc vous avez, les informations à ce moment-là. Mais ça vous permet déjà de regarder, ce qu'on a. S'il y a pas d'autres questions, je vous propose de vous parler du partenariat avec, Extia. Donc nous, on est une association reconnue d'utilité publique. Le milieu associatif, vous le savez, comme certaines petites boîtes, on a, une structuration dans les fonctions support qui n'est pas toujours, évidente. Nous, on a personne qui s'occupe de l'IT chez nous. Donc on travaille de façon très empirique, et on a besoin de monter en compétences, sur le sujet. Puis on a besoin aussi de prendre des décisions, importantes, pour notre structuration et c'est vrai que quand on discute avec, des fournisseurs, avec des prestataires, parfois on sent qu'on est un peu limité, dans la compréhension des enjeux, IT. Pour vous donner un exemple, on a fait une refonte de notre site internet, parce que moi, quand je suis arrivée à la tête de l'Institut pour les savoir-faire français, on avait 7 sites internet, ce qui est colossal et un peu absurde. Une espèce de galaxie énorme, avec pas forcément de lien avec les autres, des versions, certains en Drupal, certains d'autres formats, mais pas forcément connectés les uns les autres et puis surtout, des sites internet vieillissants avec des gros besoins, de montée de version et donc on s'est lancé dans un projet de refonte du site internet. Alors si au départ on avait pris un AMO qui nous a aidés à écrire le cahier des charges et cetera, on n'avait pas d'AMO pour des questions financières, hein, principalement pendant toute la partie de production et ça a mis 4 ans parce que c'était bon, on a eu un petit problème de fournisseur aussi, mais de notre côté, on n'avait pas forcément les bons réflexes, pour discuter avec un prestataire, qui réalisait des sites internet. Et donc là, comme on a des gros enjeux, alors déjà, on avait besoin de faire un audit pour savoir où on en était actuellement parce que c'est vrai que, moi j'avais fait un audit, notamment sur la partie sécurité cybersécurité, quand j'étais arrivée, mais voilà, on sait qu'on a besoin de regarder un peu où on en est sur nos outils. Est-ce qu'on est bon sur la partie en fait, on a des sujets infra et on a des sujets, projets aussi. Hem et puis, voilà, donc on se posait toutes ces questions-là avec, Juliette et puis avec notre secrétaire générale et puis en discutant, en prenant, un peu le pouls, on s'est dit: «Mais pourquoi pas faire un mécénat de compétences?» avoir quelqu'un avec qui parler, qui est sachant en fait, à qui on peut poser des questions, qui sont plus compliquées à poser à un fournisseur parce que, bah, voilà, c'est 1, on le paye pas pour ça et 2, il est pas là pour nous former et 2, ça c'est aussi un risque, de faire gonfler des prix parce que, il va intégrer une partie de process, de compréhension, de notre organisme sur différents sujets. Et donc, là, on a un gros sujet qui nous occupe beaucoup, depuis longtemps, notamment, mais il y a pas que ça, avec Juliette, qui est, la mise en place d'un CRM. Parce qu'aujourd'hui, on fonctionne avec, des tableaux Excel, ce qui est pas du tout safe, ni en termes de RGPD, ni en termes de process en interne. Alors si sur la partie RGPD, on s'était fait accompagner, on a bien un référent, on est assez vigilant, on est très vigilant sur le sujet. On sait qu'il y a toujours potentiellement un petit risque et donc on est passé par, la plateforme Commit,
sur lequel vous pouvez retrouver notre mission aujourd'hui et donc nous, voilà, on s'est dit: «Bah, qui peut nous aider, sur le sujet?» Et on s'est effectivement, on a trouvé beaucoup de valeurs communes aussi avec Extia, et dans la façon dont vous communiquiez sur vos enjeux, sur vos partenaires et on s'est dit: «Bah, tentons, l'aventure». Donc on a eu un match et donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui a commencé une mission et qui va commencer par cet audit pour justement bien comprendre, où on en est nous et où il y a des risques et ensuite, potentiellement, bah, c'est un accompagnement, sur, bah, les risques, qui sont, identifiés, pour pouvoir nous aider à nous structurer et c'est très précieux le mécénat de compétences pour les associations parce que moi, je peux pas recruter quelqu'un en IT, j'ai pas les moyens de ça, et en même temps, ça fait partie de la vie du quotidien, sans arrêt et on a une galaxie de fournisseurs, et de prestataires et parfois on se sent assez limité pour pouvoir, challenger ce qu'on nous dit ou même, proposer des choses, et donc souvent on s'appuie sur les mêmes outils depuis très longtemps alors que potentiellement on peut faire évoluer, tout ça.